Boston, un appel à la police se révèle annonciateur de mort. Le tireur s'enfuit, mais la police de Boston et le FBI jurent de le retrouver. En tentant de découvrir son identité, ils avancent sur une route parsemée de complices, de noms d'emprunts et de périls insoupçonnés. Ils feront tout pour faire payer le coupable de cette violente attaque contre la loi. Boston, au Massachusetts. Le quartier de Back Bay est cossu et l'on n'y est guère habitué aux crimes violents. À minuit 30, le 2 octobre 1987, dans un immeuble du quartier, Meredith Falcone et son cousin se disputaient âprement. Il l'avait menacée et elle tentait de le convaincre de partir. Meredith craignait que son cousin ne devienne de plus en plus enragé. Elle contacta le service d'urgence. La répartitrice dépêcha 2 voitures de patrouille sur les lieux. En quelques minutes, la première voiture arriva à l'immeuble. C'était pratiquement une opération de routine pour les agents George Torres et Chris Rogers. Ils appelèrent par l'interphone à l'appartement de Meredith Falcone. Selon l'agent Torres, le dispositif de déverrouillage de la porte était défectueux. Elle nous a dit que le dispositif d'ouverture de la porte ne fonctionnait pas et nous a suggéré de sonner chez quelqu'un d'autre pour qu'on nous ouvre. Pendant qu'elle nous parlait, on pouvait entendre des éclats de voix. On savait donc que la situation était anormale chez elle. C'est alors que les 2 autres policiers, William Kennedy et Roy Sergey, arrivèrent sur les lieux. Jusque-là, aucun des locataires n'avait répondu à leur appel. Les agents décidèrent de se partager l'opération. On a suivi la procédure normale, c'est-à-dire que 2 d'entre nous sont partis vers l'arrière de l'immeuble et 2 autres sont restés à l'avant. C'est l'agent Rogers et moi-même qui sommes allés à l'arrière. Les 2 hommes se mirent à la recherche d'une autre façon d'entrer dans l'immeuble. À l'arrière, il y avait un petit réduit et l'on a aperçu un homme contre le mur qui semblait vouloir se cacher. Peut-être était-ce le cousin dont s'était plainte la jeune femme qui avait appelé. Je lui ai demandé de s'avancer vers moi. Je voulais savoir ce qui en était. La porte de la clôture était cadenassée. Je lui ai dit de grimper par-dessus la clôture et de venir vers moi. Mais en mettant le pied par terre, il a voulu prendre la fuite. Je l'ai alors saisi, je lui ai ordonné de ne pas bouger et j'ai commencé à vérifier s'il était armé. Dès que j'ai mis les mains sur ses épaules, il m'a poussé. Mon instinct me disait qu'il avait un pistolet. Torres fut atteint. L'homme continua de tirer sur l'agent Rogers. Ensuite, il prit Torres en chasse. Rogers ne parvenait pas à bien viser le suspect. C'est alors que Kennedy et Sergey rejoignirent leurs collègues. L'agent Sergey fut alors touché d'une balle à son tour. Quant à Kennedy, il poursuivit le suspect plusieurs pâtés de maison plus loin, mais celui-ci disparut dans la nuit.
En me penchant au-dessus de mon collègue, j'ai remarqué que je saignais du bras gauche et du côté gauche de la poitrine. Je savais que j'avais été atteint de plusieurs balles. Rogers demanda des renforts et des ambulanciers. Je ressentais comme une brûlure. J'avais de la difficulté à respirer. C'est là que j'ai compris que le projectile avait perforé mes poumons. Les répartiteurs de la police de Boston durent transmettre la terrible nouvelle, celle que redoutent le plus les agents. Toutes les unités disponibles répondirent à l'appel. En quelques minutes à peine, le paisible quartier de Back Bay fut envahi de véhicules. Les agents Roy Sergey et George Torres, tous deux gravement blessés, furent conduits d'urgence à l'hôpital. Les détectives interrogèrent les agents Rogers et Kennedy. Selon eux, l'assaillant était un Asiatique d'environ 30 ans, de taille moyenne et bien charpenté. Cette description du tireur ne concordait pas avec celle du cousin de Meredith Falcone, l'homme qui s'était disputé avec elle. L'agent Kennedy, un tireur d'élite, était persuadé qu'il avait atteint le fugitif. On ne trouva toutefois aucune trace de sang. Les agents touchés avaient 3 blessures chacun, dont une à la poitrine qui mettait la vie de l'un d'eux en danger. Ils perdaient beaucoup de sang. Le personnel médical stabilisa leur état le plus rapidement possible avant de les opérer. Les experts en scène de crime passèrent la scène de la fusillade au peigne fin. Il y avait de nombreuses douilles, des fragments de projectiles et du sang. En notant soigneusement l'emplacement de tous ces indices, on pourrait reconstituer la séquence des événements. À quelques pâtés de maison de là, on trouva un chargeur de munitions provenant vraisemblablement du pistolet du tireur. C'était le chargeur d'un Sig Sauer semi-automatique de 9 mm. Il était vide. Le sergent détective James Fong du poste D14 de Boston fut nommé enquêteur en chef. Quand j'ai appris que Roy Sergey et George Torres avaient été touchés, j'ai été très surpris que quelqu'un s'en prenne ainsi à des policiers de Boston. Il fallait déterminer d'où l'assaillant était sorti. Ensuite, on pourrait peut-être parvenir à l'identifier. On m'avait déjà informé du fait que l'homme qui avait été mêlé à la fusillade était arrivé par la clôture arrière. D'autres policiers et moi-même avons donc commencé notre enquête à cet endroit. À l'intérieur de la zone clôturée, ils remarquèrent un gros appareil d'air conditionné. En l'examinant de plus près, Fong vit des traces de pas sur le dessus de l'appareil. Les traces de pas qu'on a trouvées sur les lieux corroboraient la description des événements des policiers George Torres et Christopher Rogers. Juste au-dessus de l'appareil se trouvait la fenêtre du couloir du 3e étage. J'en ai déduit que les traces de chaussures sur l'appareil avaient été laissées là par l'individu lorsqu'il avait sauté de la fenêtre du 3e étage. Cela indiquait qu'il y avait un lien quelconque entre l'individu et l'immeuble. Les détectives décidèrent d'interroger les 60 personnes qui y habitaient. Fong commença par ceux d'origine asiatique. J'ai interrogé toutes les personnes d'origine asiatique qui vivaient dans l'immeuble au moment des faits. Aucune d'entre elles n'a pu me fournir une piste solide. Les autres résidents ne furent guère plus utiles. J'ai parlé à la plupart des locataires et ceux-ci connaissaient à peine leurs voisins. C'était un immeuble dont les appartements étaient loués à court terme. On n'y demeurait que quelques jours ou quelques semaines. On semblait être dans une impasse. À l'hôpital, les policiers blessés étaient dans un état critique mais stable.
Les enquêteurs étaient déçus de n'avoir trouvé aucune piste sur l'homme qui s'était attaqué à eux. Puis, 6 jours plus tard, ils retournèrent à l'immeuble pour vérifier une nouvelle piste. On avait reçu un appel de la gérante de l'immeuble. Elle avait oublié de nous parler d'un de ses locataires asiatiques. Elle était allée le voir pour savoir si tout allait bien, car personne ne l'avait vu de la semaine, et elle s'était rendue compte que l'appartement avait été abandonné. Le responsable croyait qu'il s'était enfui sans payer. Le locataire en question s'appelait Mark Taylor. Sa description correspondait à celle du tireur. Le responsable de l'immeuble montra aux policiers une boîte de munitions trouvée dans l'appartement de Taylor. Des techniciens recueillirent les projectiles en notant qu'ils étaient d'un calibre de 9 mm, soit le même calibre que les projectiles trouvés sur la scène. Au labo, on les comparerait plus tard à ceux de la fusillade. Le détective Fong remarqua alors qu'un carreau du plafond avait été déplacé. Il y jeta un coup d'œil de plus près. Il lui apparut évident que quelqu'un avait caché quelque chose à cet endroit. L'appartement était dépouillé et propre, comme si son locataire avait fait partie de l'armée ou qu'il avait déjà été incarcéré. Les techniciens examinèrent attentivement les lieux à la recherche d'indices additionnels. On a trouvé plusieurs choses, des vêtements, des effets personnels, des munitions, des empreintes digitales et des échantillons de cheveux. Mais rien n'indiquait où Taylor était allé. En vérifiant les registres, les policiers constatèrent que Mark Taylor n'avait pas d'antécédents judiciaires. Fong trouva une copie du bail sur lequel Taylor avait indiqué son adresse précédente, ainsi qu'un numéro de téléphone à San Francisco. Le détective Fong appela ce numéro et parla avec un certain Leon Perry. Ce dernier semblait réticent à parler. Il déclara qu'il ne connaissait pas Taylor. Le comportement de Perry était suspect, mais les policiers ne disposaient de rien qui eût pu le relier à la fusillade. Fong demanda alors à la police de San Francisco de vérifier ses antécédents, mais on ne trouva rien. La police de Boston reçut alors une copie du permis de conduire de Mark Taylor émis en Californie. On l'a montré à George Torres, l'agent qui avait le mieux vu le visage du tireur. Ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu son visage. J'ai dit, c'est cet homme-là qui nous a tiré dessus. J'ai alors ressenti une décharge d'anxiété et de peur dans tout mon corps. D'abord de l'anxiété parce qu'on avait identifié un suspect, et ensuite de la peur parce qu'il était toujours en liberté. Après avoir identifié ce suspect, la police de Boston tint une conférence de presse. Une semaine s'était écoulée depuis la fusillade. La police croyait maintenant savoir qui était le tireur. Il s'agissait de le retrouver. À Boston, 2 policiers avaient été gravement blessés lors d'une fusillade. Le suspect, Mark Taylor, avait disparu. Les enquêteurs avaient découvert que sa dernière adresse connue était à San Francisco. Ils demandèrent à leurs collègues de cette ville de la côte ouest de leur venir en aide. Ils leur firent parvenir des affiches avec la photo de Taylor et leur demandèrent d'être attentifs, car le suspect pouvait bien retourner en Californie. Après la distribution des tâches pour la journée, le sergent Greg Lynch vérifia le tableau d'affichage pour regarder les photos des individus recherchés. Sur le tableau d'affichage, j'ai vu la photo d'un suspect qui avait tiré sur 2 policiers de Boston. Je savais que j'avais déjà vu ce visage, mais je ne pouvais pas dire où. Puis, le sergent Lynch se rappela un incident survenu 6 semaines plus tôt lors d'un congé.
En août, cette même année, il sortait d'un cinéma avec une amie quand il avait aperçu un homme armé d'un pistolet. J'ai d'abord cru que c'était un policier, mais en le regardant mieux, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas le cas, surtout quand il s'est retourné et m'a dévisagé. Le feu a viré au vert et il a traversé la rue. J'ai demandé à mon ami d'appeler le service d'urgence pour dire aux policiers qui j'étais, où je me trouvais, et de leur dire aussi qu'on avait aperçu un homme armé. D'instinct, Lynch était persuadé que l'homme était un criminel. Il le prit en filature, même s'il ne pouvait pas l'empêcher de partir en voiture. Il eut toutefois le temps de noter le numéro de sa plaque d'immatriculation émise au Texas. Quand j'ai réalisé que l'homme de l'affiche de Boston était le même que celui que j'avais aperçu au cinéma, j'ai commencé mon enquête en allant chercher les informations que j'avais obtenues au mois d'août, notamment le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture d'un certain David Terra. Même si le suspect s'était fait appeler Mark à Boston, c'était le même homme. Il n'avait pas de casier judiciaire et sa voiture était enregistrée à une boîte postale de Brownsville au Texas. Lynch envoya ces informations aux policiers de Boston. De leur côté, ceux-ci contactèrent les autorités de Brownsville sans attendre et leur demandèrent de l'aide. Un détective du service de police de cette ville fit des vérifications auprès du service postal et obtint l'adresse civique du suspect. Il se rendit ensuite à l'immeuble où il demeurait. Il montra la photo de Mark ou David Terra au gérant. Celui-ci le reconnut, mais il ne le connaissait sous aucun de ses noms. Selon lui, il s'agissait de Ted Otsuki, qui avait quitté son appartement définitivement quelques mois plus tôt. Le gérant ignorait où il se trouvait. Le détective de Brownsville vérifia ensuite les antécédents de ce Ted Otsuki pour découvrir qu'il s'agissait du vrai nom du suspect. Les noms Mark et David Terra étaient des noms d'emprunt. Otsuki avait un lourd passé judiciaire, notamment le vol de la banque d'une petite localité au Texas, commis en 1979 et précédé d'une prise d'otage au poste de police. En mars 1979, Otsuki avait pris le dessus sur 2 agents qui s'occupaient du service de police de Los Fresnos. Il avait désactivé leur système de communication. Ensuite, il avait traversé la rue et volé $70 000 à la banque. Plus tard, on avait inculpé Otsuki de ce vol. Il avait été incarcéré pendant 7 ans, pour sa peine de 15 ans, à la prison de Leavenworth. Suite à sa remise en liberté, il avait été de nouveau recherché moins d'1 an plus tard pour avoir violé les conditions de sa probation en quittant le Texas. Le détective de Brownsville appela ses collègues de Boston et leur demanda de leur faire parvenir les empreintes digitales d'Otsuki. 11 jours s'étaient écoulés depuis la fusillade des policiers de Boston et la ville était toujours à cran. Les techniciens avaient relevé une empreinte sur le bail du suspect. Ils la comparèrent à celle de Ted Otsuki du Texas. Après avoir vérifié plusieurs points de comparaison, ils en conclurent qu'elles étaient identiques. Les enquêteurs savaient maintenant que le tireur qui s'était attaqué aux agents George Torres et Roy Sergey n'était nul autre que Ted Otsuki. Ils croyaient également que le suspect avait quitté le Massachusetts. Le service de police de Boston demanda alors l'aide du FBI. L'affaire fut assignée à l'agent spécial Jay Fallon du bureau de Boston. On se doutait bien qu'il avait fui l'État pour éviter d'être arrêté.
Le FBI a donc pu obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour ces raisons. Les agents retrouvèrent la trace d'un complice d'Otsuki dans la région et le convainquirent de collaborer avec eux. Celui-ci déclara qu'il avait entendu dire que le suspect était venu à Boston pour préparer un vol de banque. On avait des raisons de croire que Ted Otsuki était venu à Boston pour se trouver des complices. Il comptait élaborer un plan avec eux, selon lequel ils enlèveraient un directeur de banque. Il semblait bien que la fusillade des policiers n'avait rien à voir avec tout cela. C'était une erreur de calcul. Les enquêteurs croyaient que le soir de cette fusillade, Ted Otsuki était dans son appartement. La police de Boston arriva alors à l'immeuble en réponse à l'appel d'une femme en détresse. Selon toute vraisemblance, Otsuki avait présumé que les policiers étaient venus l'arrêter pour avoir violé les conditions de sa mise en liberté au Texas. Il avait saisi son pistolet Sig Sauer d'un calibre de 9 mm et quelques cartouches de munitions. Quand les policiers avaient sonné pour entrer, Otsuki, lui, était prêt à sortir. Il avait sans doute sauté par la fenêtre du couloir sur l'appareil d'air climatisé 3 étages plus bas. Quelques secondes plus tard, la fusillade avait commencé. Ted Otsuki était prêt à tout pour ne pas être capturé. En 1987, la police de Boston et le FBI étaient à la recherche de Ted Otsuki, recherché pour avoir fait feu sur 2 agents de police. L'agent spécial Jeff Allen tenta de restreindre le champ des recherches en prévoyant les déplacements du fugitif. Un des principes les plus élémentaires dans ce type d'enquête consiste à identifier les amis et la famille du suspect ainsi que ses complices. Tout cela afin de se faire une meilleure idée de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas et de déterminer où il pourrait se trouver. Les agents contactèrent Leon Perry à San Francisco qui, croyait-il, était un complice du suspect. Mais celui-ci déclara qu'il ne connaissait pas le fugitif. C'est en surveillant Perry que les agents découvrirent qu'il utilisait la voiture d'Otsuki. Ils ne virent toutefois pas ce dernier. Des recherches dans la base de données du FBI leur permirent de découvrir que Leon Perry avait passé du temps avec Otsuki à la prison de Leavenworth. Mis devant les faits, Perry finit par admettre qu'il connaissait le suspect, mais il ajouta qu'il ne lui avait pas parlé depuis plusieurs mois et qu'il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. On ne disposait pas d'un doute raisonnable pour l'arrêter, mais on remorqua la voiture d'Otsuki à la fourrière et l'on continua de surveiller Perry. Lors de la fouille de son appartement, on ne trouva aucune trace du fugitif. À Boston, l'affaire prit une tournure tragique. Les 2 agents se remettaient peu à peu de leurs blessures quand, le 26 octobre, Roy Sergey mourut subitement d'un arrêt cardiaque suite à la formation d'un caillot dans son cœur. Voici le sergent détective James Fong. Je me suis alors engagé personnellement à retrouver l'individu qui avait tiré sur Roy Sergey et causé sa mort. Ted Otsuki avait grandi au Texas et sa famille s'y trouvait toujours. Les enquêteurs interrogèrent ses parents. Ceux-ci furent ébranlés en apprenant de quoi on accusait Otsuki et ils ajoutèrent qu'ils ne l'avaient pas vu ni eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Ils ignoraient où il se trouvait. Pour corroborer leur déclaration, les enquêteurs obtinrent leur relevé téléphonique. Ils découvrirent alors que plusieurs appels avaient été faits de chez eux à l'ancien colocataire d'Otsuki,
Leon Perry, à San Francisco. Les relevés indiquaient également qu'on avait appelé un autre repris de justice qui avait fait des vols de banque au Minnesota. Le FBI le fit convoquer et celui-ci accepta de devenir informateur pour les agents. Il fournit des détails sur les plans d'Otsuki qui prévoyaient enlever quelqu'un avant de voler une banque puis de tuer son otage. Selon lui, Otsuki avait demandé à des complices de fabriquer une bombe télécommandée qui serait placée dans un attaché case et que l'on attacherait avec des menottes aux poignets des responsables de la banque. Quand ceux-ci auraient sorti l'argent liquide de leur coffre, Otsuki et ses hommes feraient exploser les bombes pour éliminer ces témoins gênants. De nombreux criminels imaginent des plans farfelus. Mais ce n'était pas le cas de Ted Otsuki. Il prenait le temps de planifier ses vols. Il trouvait des complices qui avaient les compétences requises pour fabriquer une bombe. Des gens capables de faire irruption chez quelqu'un et même de voler une banque. Les agents devaient maintenant corroborer les déclarations de leur informateur. Il nous a indiqué que ces bombes étaient cachées dans un espace d'entreposage à San Francisco qu'Otsuki avait loué sous un faux nom. Aidés par l'escouade anti-bombe de la police de San Francisco, les agents du FBI trouvèrent le lieu d'entreposage en question et, à l'intérieur, un attaché case comme l'informateur l'avait décrit. Ne sachant pas exactement comment la bombe pouvait être actionnée, ils devaient se montrer prudents. Les experts emmenèrent l'attaché case à une bonne distance de l'entreprise d'entreposage. Ensuite, ils attachèrent à la mallette un dispositif qui devait permettre de l'ouvrir sans faire détonner la bombe à l'intérieur. C'était un tube explosif. Un dispositif improvisé rempli de poudre explosive sous pression. En présence d'une étincelle, la poudre brûle avec une telle intensité qu'elle fait exploser le tube, envoyant des éclats dans toutes les directions. Pour la désactiver, les experts devaient ouvrir le tube, ce qui enlèverait la pression. La façon la plus sécuritaire consiste à utiliser de l'eau, comme nous le raconte l'agent spécial Philip Sena du bureau du FBI de San Francisco. Sous l'effet d'eau à haute pression, le dispositif de fermeture du tuyau en vient sauter, tout simplement. Ainsi, on n'utilise aucune chaleur ou flamme. On envoie plutôt quelque chose de relativement bénin, afin de décapsuler le tube avant qu'il n'explose. Cette bombe était bien faite, très sophistiquée. Elle pouvait être télécommandée. On m'a dit que ce dispositif pouvait tuer quelqu'un dans une aire de 3 ou 4 mètres. Mais à l'intérieur de cette aire restreinte, elle était dévastatrice. On trouva plus tard une autre bombe qu'on désactiva. Ces indices furent recueillis pour être examinés au labo. L'agent spécial Fallon voulait savoir si Leon Perry, l'ancien colocataire d'Otsuki à San Francisco, connaissait l'existence de ces bombes. Après qu'on eut trouvé les bombes, on a interrogé Perry de nouveau. Celui-ci nous a dit qu'il ignorait l'existence de ces bombes et qu'il nous l'aurait certainement dit s'il l'avait su. On a alors envoyé ces bombes et les matériaux ayant servi à leur fabrication au labo. Et les experts ont trouvé l'empreinte de Perry sur les boîtes qui contenaient les bombes.
Ainsi donc, Perry ne coopérait pas du tout avec nous comme il aurait pu ou comme il aurait dû le faire. On a donc décidé d'annuler sa libération conditionnelle et de le remettre en prison. Depuis le début, les enquêteurs soupçonnaient Perry de collaborer activement avec Otsuki. Maintenant, ils en avaient la preuve. À moins qu'il n'accepte de coopérer avec la police, Perry risquait de se retrouver en prison pour 20 ans. L'agent spécial Sena espérait le faire parler. On avait assez de preuves établissant qu'il était un complice d'Otsuki et du fait qu'il avait violé les conditions de sa liberté conditionnelle pour pouvoir exercer de la pression sur lui. Il était plutôt confortable en prison et pour lui, la perspective d'y retourner n'était pas le pire scénario envisageable. Le premier jour, on a parlé pendant une quinzaine d'heures et cela s'est prolongé pendant une semaine, parfois 12, 14 heures par jour. Il y avait de quoi avoir mal à la tête. Puis finalement, les agents convainquirent Perry qu'il était dans son intérêt de parler. Il passa aux aveux. Selon lui, le lendemain de la fusillade de Boston, il avait reçu un appel à San Francisco. Il nous a dit que Ted l'avait appelé pour lui dire qu'il avait eu des problèmes à Boston. Otsuki lui confia qu'il avait fait feu sur 2 policiers et qu'il avait lui-même été touché. Selon Perry, il l'appelait de l'aéroport de Dayton en Ohio. Otsuki avait ajouté qu'il devait se rendre au Texas où il pourrait se faire discrètement soigner pour ses blessures de projectiles. Il avait laissé à l'aéroport de Dayton sa voiture et l'arme dont il s'était servi lors de la fusillade. Il demanda à Perry d'aller les chercher en Ohio. Perry accepta. Otsuki a envoyé les clés de la voiture et le ticket de stationnement par courrier express. Perry devait aller à Dayton prendre la voiture et détruire l'arme du crime. Ensuite, il devait ramener la voiture à San Francisco, la vider de ce qu'elle contenait et tout cacher. Perry trouva la voiture comme Otsuki le lui avait dit. À l'intérieur, il y avait un pistolet Sig Sauer de 9 mm. L'arme du crime était un pistolet de grande qualité. Il était réticent à détruire une arme comme celle-là. Il a plutôt décidé de la donner à son père. Perry se rendit chez ses parents au Missouri et y laissa l'arme. J'ai appelé son père et lui ai parlé. Je lui ai assuré que son fils n'avait rien fait de répréhensible. Je lui ai ensuite demandé s'il avait toujours le pistolet en sa possession et il m'a dit que oui. Les agents du Missouri allèrent chercher le Sig Sauer. Des analyses balistiques confirmèrent que c'était bien l'arme ayant servi à tirer les balles meurtrières. On a trouvé les empreintes digitales d'Otsuki sur une des balles dans l'arme. Non seulement disposions-nous de l'arme qui avait servi à faire feu sur les policiers, mais nous avions également les empreintes d'Otsuki sur un des projectiles de cette arme. Avec ces indices qui montraient qu'Otsuki était impliqué dans le meurtre de Roy Sergey et la fabrication de bombes mortelles, le FBI put mettre son nom sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Mais ce dangereux criminel était en cavale depuis 4 mois et il pouvait maintenant se trouver n'importe où. En 1988, le FBI avait entrepris des recherches dans tout le pays pour trouver Ted Otsuki, un présumé tueur de policiers. Le 22 janvier de cette même année, les agents mirent son nom sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Pour faire encore plus de publicité à cette affaire, le FBI demanda à une série télévisée de faire une émission spéciale sur Otsuki. Lors de la diffusion,
une connaissance d'Otsuki composa le numéro de téléphone indiqué à l'écran. Quand les standardistes eurent constaté que la piste semblait solide, elles transférèrent l'appel à l'agent du FBI, Jay Fallon. La personne au bout du fil déclara qu'Otsuki avait des liens étroits avec 2 parents au Texas. Si quelqu'un savait où le suspect se trouvait, c'était sûrement ce couple. Les autorités leur avaient déjà parlé et ceux-ci avaient déclaré n'avoir eu aucun contact avec le fugitif. Mais en vérifiant les relevés de leur ligne téléphonique, on découvrit qu'ils avaient reçu plusieurs appels de Guadalajara au Mexique où d'autres parents du suspect vivaient. Otsuki pouvait être parti à cet endroit. Les recherches s'étendirent donc au Mexique. Les agents du FBI dans les pays étrangers sont des attachés juridiques. À Mexico, l'attaché juridique et agent spécial du FBI, Stephen Walker, prit l'affaire en charge. Le FBI n'a aucune autorité légale pour mener une enquête dans un autre pays selon les lois de ce pays. On doit donc solliciter la coopération du gouvernement. Il faut établir des liens officiels. Il faut demander que le pays hôte affecte ses services de police aux tâches du FBI. L'agent spécial Walker rencontra les agents de la police judiciaire mexicaine et leur demanda de l'aide pour retrouver Otsuki. On n'avait pas une adresse précise à Guadalajara, mais nous avions des numéros de téléphone suspects dans cette ville. Lors de l'enquête menée à ce moment-là, nous n'avons pas pu trouver les parents d'Otsuki. L'agent Fallon espérait que l'ex-colocataire d'Otsuki, Leon Perry, les aiderait de nouveau. Après lui avoir offert d'éliminer les accusations contre lui pour la fabrication des bombes, les agents le convainquirent de porter un micro. On a mis au point un plan, selon lequel Perry parlerait aux membres de la famille de Ted Otsuki. On espérait ainsi que Perry ferait dire aux membres de la famille où le fugitif se trouvait. Les agents émirent un faux passeport au nom de Perry et lui indiquèrent comment berner les parents du suspect. Avec ces nouvelles fausses pièces d'identité, Perry devait, selon ce scénario, disparaître. Telle était l'histoire qu'il allait raconter à la famille du suspect. On espérait ainsi que les parents d'Otsuki le rejoindraient et lui diraient d'appeler Perry. Leur conversation devait traiter de l'arme du crime. Perry devait savoir de Ted ce qu'il devait faire de cette arme avant de quitter le pays. Après plusieurs tentatives, les parents d'Otsuki au Texas acceptèrent de rencontrer Perry à un restaurant de Matamoros au Mexique. À l'extérieur, le détective James Fong de Boston, les agents du FBI et la police fédérale mexicaine attendaient, prêts à écouter la conversation. D'autres agents se trouvaient à l'intérieur. Peu de temps avant l'arrivée de Perry, un agent et moi sommes entrés dans le restaurant. Nous nous sommes assis afin de surveiller la situation. Perry est entré et il s'est assis au bar. Ils n'eurent pas à attendre longtemps l'arrivée des parents d'Otsuki. Les agents pouvaient les entendre parler, mais jamais le nom d'Otsuki ne fut mentionné. Après quelques minutes, un des parents d'Otsuki déclara qu'il devait partir. L'équipe de surveillance dut alors revoir ses plans à toute vitesse.
J'étais inquiet parce que ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Mais on doit toujours faire confiance aux gens qui travaillent avec nous. Les équipes de surveillance devaient rester proches pour ne pas perdre le signal du microphone de leur informateur, Leon Perry. Hey, listen, I need to meet with Ted. I need to talk with Ted. It's gonna be tough, I'm telling you. Well, where is he? He's not anywhere around here. If he wants me to take care of the things he wants me to take care of, I'm gonna have to meet with him. And I can't tell. I don't know how else to tell you that. I tell you what. Finalement, les parents lui dirent qu'ils allaient appeler Otsuki devant lui. My wife has a number. I think what we can do is to head over to the bus station. The bus station. They've got phones there. Oh, okay. And they may be able to Help us Well, do you connect think- to him. Okay. Well, do you think he'll meet with me after we talk to him? He's- I don't. He's not going to meet with you. He might talk to you over the phone, but that's about it. La gare routière de la ville de Matamoros se trouve à seulement quelques kilomètres de la frontière du Texas. Les enquêteurs surveillèrent les parents alors qu'ils faisaient un appel interurbain à partir du téléphone public. Des agents secrets les tenaient à l'œil. L'homme parla brièvement avec son interlocuteur avant de passer le combiné à Perry. C'était bien Otsuki. Celui-ci demanda à Perry de détruire le Sig Sauer de 9 mm. Il déclara qu'il avait dévalisé quelques banques au Mexique, mais ne précisa pas à quel endroit. Malgré tout, c'était la meilleure piste que tenait l'agent spécial Philip Sena jusque-là. Les autorités fédérales mexicaines ont pu obtenir le numéro de téléphone par l'intermédiaire du responsable de la gare routière. La police judiciaire a alors pu déterminer l'adresse civique à Guadalajara qui était reliée à ce numéro. L'agent de liaison avec la police fédérale mexicaine à Guadalajara était l'agent spécial Stephen Walker du FBI. On connaissait le numéro de téléphone qui avait été composé et on savait que c'était celui d'Otsuki. C'était le numéro d'une résidence de Guadalajara. On a ensuite découvert qu'il s'agissait d'un appartement en ville. Il ne nous restait plus qu'à demander aux autorités fédérales de se rendre sur place. Des équipes d'agents surveillèrent l'immeuble, mais ne virent aucun signe d'Otsuki. Nous étions près du but, mais l'affaire n'était pas encore dans le sac. D'une certaine façon, c'était plus pénible que d'ignorer où il se trouvait, parce que maintenant, nous savions où il était, et nous voulions désespérément l'arrêter, même si rien ne nous garantissait qu'on y parviendrait. Puis, 2 jours après le début de l'opération de surveillance, Otsuki réapparut. Les policiers passèrent à l'action. Le suspect brandit une arme, mais cette fois, il n'eut pas l'occasion de faire feu. La police fédérale l'arrêta et le remit aux mains du FBI le jour suivant. Ted Otsuki a été trouvé coupable de la tentative de meurtre de George Torres et du meurtre au premier degré de Roy Sergey. Il a été condamné à une peine d'incarcération à vie, plus 20 ans. Après s'être remis de ses blessures, l'agent Torres a repris ses fonctions. Il n'a pris sa retraite du service de police de Boston qu'en 1997. Roy Sergey, qu'on avait promu détective suite à la fusillade, a laissé derrière lui une femme et 3 enfants, en plus de quantité d'amis au sein des forces policières de Boston. La salle communautaire du poste de police D14 de Boston a été dédiée à sa mémoire. George Torres espère que cette affaire aura au moins servi à sauver des vies parmi les rangs des policiers. On essaie toujours de se rappeler que ce n'est jamais un simple appel de routine. De toute façon, cela n'existe pas. On se rend là où on est appelé et l'on doit être prêt à tout. Depuis la fusillade, les policiers de Boston doivent porter des gilets pare-balles.
De plus, on a remplacé leurs revolvers par des pistolets semi-automatiques. Maintenant, ils ont plus de chances de s'en sortir quand l'imprévisible survient.